laisser la parole au directeur Oluc, spécialiste qualifié en orthodontie, basé, je crois, près du Mans. Il a particulièrement axé sa pratique sur le fonctionnel et une approche basée sur la rééducation des dysfonctions, et particulièrement de la ventilation. C'est d'ailleurs le sujet de sa présentation aujourd'hui, qui va commencer par un petit sondage pour avoir votre opinion. Cher docteur Olu, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce extraordinaire congrès de la Société française d'orthodontie pédiatrique. Une grande première et un grand succès puisque 4500 participants, je crois que c'est du jamais vu en France en tout cas. Merci à Patrick Fellus et Patrice Bergeron de m'avoir invité à partager ce congrès. Le thème de ma présentation, c'est ventilation nasale. Pourquoi et comment l'obtenir? Nous avons déjà parlé beaucoup au début de journée, ce matin, des fonctions, mais je voudrais qu'on approfondisse un peu plus ce qu'on appelle la hiérarchie des fonctions. Et donc, premier sondage, est-ce que vous pensez qu'il faut respirer par le nez à l'inspiration et par la bouche à l'expiration, par la bouche à l'inspiration et par la bouche à l'expiration, ou par le nez à l'inspiration et à l'expiration? Est-ce que vous m'entendez? Oui, les résultats viennent de tomber. On a eu plus de la moitié de l'audience qui a participé. On voit directement les résultats. Je me permets d'ailleurs de faire un petit parallèle parce que pour rejoindre le groupe Facebook, il fallait répondre à une question similaire de ce qu'était la ventilation et on a eu tout type de résultats. Votre conférence est donc particulièrement importante et je félicite les moyens techniques que vous avez mis en place. Merci. Merci Guillaume. Bon, écoutez, bonne nouvelle, 93% des participants au sondage ont donné la bonne réponse. Et donc, ventilation nasale, pourquoi et comment l'obtenir? Et donc, le sommaire que nous allons aborder est le suivant, en 3 parties. Penser globalement, agir localement. Ensuite, la mécanique ventilatoire. Et dernière partie, l'orthodontie médicale intégrative myofonctionnelle. Premier chapitre, penser globalement, agir localement, et avec la définition du principe hologrammique. Le principe hologrammique a été défini par un philosophe que nous allons voir tout à l'heure. Ensuite, nous verrons l'épigénétique. Pourquoi l'épigénétique joue un rôle important dans l'orthodontie et quel est le lien entre traitement d'orthodontie et épigénétique et comment nous pouvons intervenir au niveau de l'épigénétique pour potentialiser la croissance de nos patients. Nous définirons ce qu'est la médecine 5P, la hiérarchie des fonctions et une expérience extrêmement intéressante de Harvol sur des singes en période de croissance. Étude qui est rarement présentée dans les congrès, mais vous allez voir l'intérêt de cette étude dans le domaine qui nous concerne. Edgar Morin a défini le principe hologrammique en partant des travaux de Pascal, donc on monte assez loin, donc qui tenait pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout. Et pour Pascal, pour Edgar Morin, ce qui est important, c'est l'aptitude à penser ce que nous savons. En fait, tout ce que je vais vous présenter, vous le savez déjà, mais ce que je vous propose, c'est d'organiser vos connaissances de façon à pouvoir les utiliser dans votre pratique quotidienne. Et il faut donc réorganiser notre système mental pour réapprendre à apprendre. Il faut que j'ai... Excusez-moi, je fais un petit changement parce que j'ai... Voilà. Contrairement à l'opinion courante, écrit Edgar Morin, il ne faut pas appréhender les phénomènes en termes de causalité linéaire, parce que chaque organe contribue à organiser la fonction qui contribue à organiser l'organisation. Et il existe une capacité des systèmes à s'auto-organiser. Dans l'organisation complexe, la partie est dans le tout et le tout est dans la partie. C'est ce qu'avaient abordé ce matin les différents conférenciers, c'est que chaque fonction interagit sur chaque fonction. Et en fait, un tout petit phénomène peut avoir des grandes conséquences, c'est ce qu'on appelle l'effet stochastique. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le plus simple pour comprendre l'épigénétique, c'est de laisser la parole à... Intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. C'est vrai d'ailleurs, c'est une réalité, par des mutations qui mettent très longtemps à se traduire par des espèces qui vont s'adapter et donc sélectionnées par la sélection darwinienne.
Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça junk DNA, ADN poubelle. C'est facile, c'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN, qui sont monobrins, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150, et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous savez manager ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien. Ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN. Cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Vous essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique, ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines. Vous avez la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc rien que l'alimentation de la gelée royale a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameuses histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir, voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Merci. Donc, l'épigénétique contrôle l'expression des gènes. Et nous pouvons agir, nous, dans notre domaine orthodontique, sur l'expression des gènes. Et nous allons voir comment. La médecine 5P, qu'est-ce que c'est? C'est P pour prédictive. Chaque individu ou l'individu présente un risque différent de développer une maladie indépendamment de l'environnement. P pour préventif, c'est la prévention active du risque qui doit être développé dans notre pratique quotidienne. Personnalisé, ces approches doivent tenir compte des risques individuels, c'est-à-dire une approche ciblée. Et participative, et là on est vraiment dans le domaine de l'éducation fonctionnelle, la participation des patients ou des groupes de patients est indispensable pour une prévention et un traitement efficace. Maintenant, quel est le lien avec l'orthodontie? P pour prédictif, pour nous, c'est le diagnostic génomique. Il y a plus de 10 ans, 12 ans, le premier séquençage complet d'un ADN humain a été réalisé. Coût de l'opération, 1,5 milliard de dollars. Actuellement, vous pouvez avoir un séquençage complet de votre ADN pour moins de 150 €. Ça veut dire que très rapidement, nous aurons à notre disposition le diagnostic génomique pour chacun de nos patients et donc faire une analyse du risque du patient. Et pour préventif, c'est quoi dans notre domaine de l'orthodontie? La prévention des troubles de la croissance crânio-maxillofaciale passe par le rétablissement en priorité du ventilation nasale qui va conditionner toutes les autres fonctions. Personnaliser, c'est mettre en place un plan de traitement individualisé, l'éducation fonctionnelle dans le cadre d'un véritable plan d'éducation thérapeutique avec l'utilisation d'une application qui permet de suivre l'observance des patients que je vous présenterai un peu plus tard. Et participative, eh bien, c'est la participation des patients pour une prévention et un traitement plus efficace et des outils de communication qui vont lui permettre d'adhérer
et d'entretenir sa coopération. Il existe une véritable hiérarchie des fonctions et là, je fais référence aux travaux fondamentaux de Jacques Tallemant, qui, le premier en France, a mis l'accent et toute sa vie a publié sur l'importance de la ventilation. Et au départ, comme Patrick Fellus, il avait l'impression de prêcher dans le désert, mais maintenant tout le monde orthodontique prend en compte l'importance de la ventilation nasale dans les traitements d'orthodontie. Si vous avez une respiration qui est perturbée, une ventilation nasale qui est perturbée, à ce moment-là, par effet domino, vous allez avoir une posture de la langue en position basse, qui va entraîner une déglutition dysfonctionnelle, qui va entraîner elle-même une contraction de la sangle périorale et qui va perturber la croissance maxillofaciale. Et chacune des fonctions intervient sur les autres. C'est la fameuse boucle récursive dont on a parlé avec Edgar Morin. L'expérience d'Arvol sur des singes en période de croissance. Un singe ne peut respirer que par le nez parce qu'il n'a pas d'oropharynx. Il ne peut pas respirer par la bouche. L'expérience d'Arvol a été d'obstruer progressivement les fosses nasales du singe en période de croissance pour l'amener petit à petit à pouvoir respirer par la bouche, en mettant dans les fosses nasales des bouchons de résine qui, en augmentant de volume, ont abouti à une obstruction complète des fosses nasales. Lorsque les narines ont été obstruées, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enveloppe faciale, au niveau de la musculature faciale? Eh bien, on a des signes caractéristiques d'un respirateur buccal, avec des troubles au niveau des lèvres, incompétence labiale repos, brièveté labiale supérieure, modification de l'orientation des orifices narinaires et déficit de croissance transversale des maxillaires. Les adaptations posturales après obstruction nasale sont, chez le singe en période de croissance, sont caractéristiques de ce que l'on peut observer chez nos patients. Si on fait le parallèle avec un profil dit adénoïdien, eh bien, la similitude des adaptations posturales est frappante. On est dans le même schéma de construction d'une perturbation de la croissance crânio-maxillo-faciale. Ce qui est important, c'est que lorsque Arvol a désobturé les fosses nasales, il y a une réversibilité du comportement de l'enveloppe faciale. Ça veut dire que si nous intervenons de bonne heure, en période de croissance, eh bien, nous pouvons inverser le cours de la croissance et redonner la possibilité à nos patients d'avoir une croissance crânio-maxillo-faciale équilibrée. La mécanique ventilatoire. La difficulté que l'on rencontre dans nos cabinets, c'est d'expliquer ce qu'est la respiration, la bonne ventilation. Et il y a une vidéo qui explique cela très bien et je vous encourage à la présenter à vos patients, y compris les tout petits patients, parce que dès 6 ans, ils sont capables de comprendre comment cela fonctionne. À la fin de chaque première consultation, nous présentons cette vidéo et nous faisons un quiz à l'enfant pour lui demander ce qu'il a retenu. Et très souvent, les parents sont très surpris des réponses des enfants parce qu'ils comprennent parfaitement bien le mécanisme perturbant la croissance crânio-maxillofaciale en relation avec la respiration. Un rappel sur la ventilation diaphragmatique. Eh bien, sur cette vidéo, on voit très bien le diaphragme qui monte et qui descend et qui crée cette dépression nécessaire à l'inhalation, à l'entrée de l'air au niveau des poumons et donc permettre les échanges gazeux. Notez sur cette vidéo que les piliers du diaphragme s'insèrent au niveau des lombaires. Ça veut dire que toute perturbation de la respiration a des conséquences sur la posture générale, puisqu'en fait, tout est relié. La ventilation nasale expliquée aux patients. La ventilation devrait se faire que par le nez. L'air rentre par le nez, arrive au niveau de la cavité nasale, de l'oropharynx, de la trachée et des poumons. Le nez joue un rôle très important au niveau de la muqueuse nasale, puisqu'il joue un rôle de conditionnement de l'air, de filtration des agents extérieurs, poussière, corps étranger, mais aussi bactéries et virus, notamment un qui nous préoccupe beaucoup en cette période. Lorsque ces agents extérieurs arrivent, le mucus est sécrété, il vient encapsuler les éléments extérieurs, ensuite des gaz sont émis et ceci est évacué soit par mouchage, soit par déglutition. Lorsque la respiration se fait par la bouche, eh bien, on n'a plus ce rôle de filtre. Et la langue se met en position basse pour permettre le passage de l'air par la bouche.
Si la respiration, le patient respire par le nez, la langue est en position haute. Et à ce moment-là, on a une stimulation de la croissance du maxillaire. Si la langue est en posture basse, on n'a plus cette stimulation de la croissance et les muscles des joues, des lèvres et du menton viennent comprimer les arcades dentaires. À ce moment-là, la forme d'arcade ne va pas être arrondie puisqu'il y a des compressions musculaires, on a une déformation du maxillaire et donc pas assez de place et donc des problèmes au niveau d'encombrement dentaire. Palier 3, conséquence d'une perturbation de la croissance faciale. La respiration devrait se faire par le nez, mais si elle se fait par la bouche, la langue va aussi interférer dans la partie antérieure entre interface langue et sangle périorale, et donc est à l'origine des malpositions dentaires dans la partie antérieure, soit béance verticale antérieure, soit rétroversion des incisives et encombrement dentaire. Ce que nous expliquons à nos patients, c'est que l'air devrait passer par le nez. Si la respiration se fait par la bouche, on a une modification de la position de la langue qui va modifier le comportement de la musculature, qui va perturber la croissance des mâchoires, et donc nous allons avoir des encombrements dentaires. Lorsqu'on présente cette vidéo, elle prend 3 minutes, mais je peux vous garantir que c'est beaucoup plus parlant qu'un discours d'1 heure pour expliquer les relations de cause à effet entre respiration et croissance maxillofaciale. La déglutition dysfonctionnelle a pour conséquence, au moment de la déglutition, je vais revenir un peu en arrière, au moment de la déglutition, une flexion antérieure. Et en fait, le patient prend appui de façon à pouvoir tirer sa musculature vers l'arrière. Et donc, cette flexion céphalique va, au moment de la déglutition, être la conséquence de cette contraction de la musculature. Et il va y avoir une contraction au niveau de la sangle périorale. Ici, vous avez l'exemple d'une déglutition fonctionnelle sans contraction de la sangle périorale. Et c'est ça que l'on cherche à obtenir. Et cette patiente a été filmée après avoir mis en place un programme d'éducation fonctionnelle. Qu'est-ce que la définition de la ventilation physiologique normale? Ventiler par le nez au repos, à l'inspiration et à l'expiration, de jour comme de nuit, en sachant qu'en position allongée, les signes d'une perturbation d'une respiration, d'une ventilation nasale sont accentués. En position assise, debout ou allongée, lorsque l'on est au repos. Lorsqu'on pratique le sport, c'est différent parce qu'on a des besoins particuliers en oxygène, encore que les nouveaux programmes d'entraînement des sportifs de très haut niveau mettent l'accent sur la nécessité d'inspirer et d'expirer par le nez pendant un marathon. C'est les nouvelles approches qu'il y a chez le programme d'entraînement des sportifs de haut niveau. Et les lèvres doivent être jointes sans contraction périorale. Lorsque vous voyez une contraction au niveau du mentalis, c'est la traduction d'une perturbation des fonctions. Et nous avons l'habitude de dire que le menton ne ment pas. C'est-à-dire, dès que vous voyez une perturbation, une contraction du menton, vous êtes sûr d'avoir des dysfonctions et d'avoir une répercussion au niveau de la croissance crânio-maxillofaciale. Ventiler par le nez améliorera la santé de nos patients parce que lorsqu'on respire par la bouche, il y a un taux d'oxygénation qui peut être diminué jusqu'à 50% par rapport à une personne qui respire par le nez. Et l'oxygène est fondamental pour alimenter les cellules et les muscles. Et donc, la qualité de la ventilation agit sur l'expression des gènes de la croissance crânio-maxillofaciale. Et c'est là que nous faisons le lien entre orthodontie et épigénétique. Alors, on ne peut pas reproduire chez les patients l'expérience d'Arvol. Encore que, sur cette jeune patiente, eh bien, nous avons tous les signes d'une perturbation de la croissance crânio-maxillofaciale. Et si nous regardons bien, nous avons ici, au niveau du nez, ici, nous avons une asymétrie de la narine gauche par rapport à la narine droite. Et observez que l'encombrement et l'occlusion inversée
se fait du côté gauche, qui est le côté de la narine obstruée. Si on s'était arrêté là et que si nous avions dit à cette patiente-là, bah, écoutez, il y a un problème mais on ne peut pas le traiter, on verra cela en denture définitive, eh bien, vous imaginez dans quel état serait la patiente. Si on observe bien les relations entre perturbation de la respiration, eh bien, on voit les effets de la pression musculaire de l'enveloppe faciale sur les maxillaires. Cette patiente-là, nous avons fait des radiographies et nous avons mis en évidence qu'il y avait une obstruction de la fosse nasale gauche, puisque vous avez ici cette partie radio-opaque dans la narine gauche, et en interrogeant les parents, ils nous disent « Ah, mais oui, maintenant on se souvient, vers l'âge de 3 ans, elle nous avait dit qu'elle s'était mis quelque chose dans le nez. » Et puis après, elle ne se plaignait plus, on n'y a pas fait attention. Donc elle a passé 3 ans, 4 ans avec une obstruction nasale et elle a développé l'expérience d'Arvol, puisque le fait d'avoir obstrué ses narines eh bien, a modifié sa croissance crânio-maxillofaciale. En fait, c'était un petit poids de ces jeux pour les enfants qui jouent à la marchande pour peser les aliments, et ce petit poids l'avait inhalé. Bien évidemment, l'ORL a enlevé ce corps étranger et a signalé aux parents qu'à tout moment, ça pouvait se dégager tout seul et être inhalé dans les poumons, ce qui aurait entraîné une mort immédiate par asphyxie. Quel traitement mettre en place? Eh bien, traitement simple, le bon traitement au bon moment en traitant les causes. Mise en place d'un quadrix, dont l'objectif va être d'augmenter la distance intercanine. Parce qu'en augmentant la distance intercanine, on agit sur la géométrie des fosses nasales et on potentialise la possibilité de pouvoir respirer par le nez. Et on associe au traitement par quadrix un programme d'éducation fonctionnelle. C'est la seule chose que cette patiente ait eue au cours de la première phase de son traitement. Observez que nous recherchons une surcorrection ici au niveau des canines de lait, de façon à pouvoir guider l'éruption des canines définitives. Et donc, on laisse ensuite la croissance se faire, et voilà la situation que l'on a au moment de la denture définitive. Seul traitement, programme d'éducation fonctionnelle, retrait du corps étranger à l'origine de l'obstruction des fosses nasales, et quadrix pour agir sur la croissance transversale, surcorrection transversale de la distance intercanine. Ici, on voit les photos de contrôle, et donc, on a traité le problème en traitant les causes. Les causes étaient un problème biologique, et donc on a mis en place un traitement biologique en associant au traitement par quadrix un programme d'éducation fonctionnelle. Pour vous aider à identifier les déficits ventilatoires nasales, eh bien, nous avons développé dans le cabinet depuis presque 30 ans un indice d'un déficit ventilatoire nasal chronique à partir des travaux qui ont été réalisés par Jacques Tallemant. On a 3 thèmes d'évaluation: les troubles respiratoires du sommeil, la modification du comportement diurne et les troubles de la ventilation. Pour chacun de ces chapitres, eh bien, nous avons une série de questions et nous allons les évaluer de 0 à 3, de 1 à 3, et nous allons établir un score. Les signes d'un trouble respiratoire du sommeil, c'est retard à l'endormissement, ronflement, respiration bruyante, agitation, lit d'effet, angoisse nocturne, transpiration, cauchemar. Vous faites tous l'expérience lorsque vous avez un gros rhume, vous dormez moins bien, vous transpirez, vous avez chaud, vous retournez votre oreiller, vous enlevez le drap, vous le remettez le drap parce que vous avez des problèmes de régulation thermique qui sont dus à un problème de respiration. Réveil fréquent au cours de la nuit et enfant qui se lève pour boire ou pour se rafraîchir. Sur chacune de ces questions, nous mettons un score. Est-ce que c'est tout le temps, souvent, de temps en temps ou jamais? Et donc, nous allons établir un score pour l'ensemble de ces points. Quelles sont les conséquences d'un trouble de la respiration dans le comportement diurne? Hyperactivité. Beaucoup de patients dits hyperactifs sont mis sous traitement médical, alors que l'origine, c'est un trouble de la respiration.
difficulté à rester en place, difficulté d'apprentissage, de concentration, difficulté scolaire. Tous ces signes traduisent une perturbation de la respiration. Et coup de barre dans la journée, somnolence diurne. C'est évident chez les patients qui font des problèmes d'apnée du sommeil, dans la journée, ils sont capables de s'endormir à un feu rouge. Les signes d'une trouble de la ventilation, eh bien, c'est ventilation par la bouche, bouche ouverte en permanence, essoufflement lors de la pratique du sport et lèvres sèches. On compile tous ces résultats et donc, nous avons un indice. À partir de 12, nous avons 25% de potentiel d'obstruction, 24-50% de potentiel d'obstruction, 75% et 100% de potentiel d'obstruction. Ceci va vous orienter à partir de votre examen clinique, à partir de cet indice, à partir de l'analyse de votre dossier radiographique et photographique, eh bien, d'argumenter vis-à-vis des parents et d'argumenter vis-à-vis de l'ORL pour demander un bilan ventilatoire fonctionnel. Non pas dans le cadre d'un bilan, comment dire, d'origine infectieuse, mais un bilan pour analyser si les voies respiratoires potentiellement sont perméables ou pas. J'en profite pour contrôler le temps. Il faut savoir observer les patients et se poser la question de quelle technique traite les causes. Chacun de ces patients présente un trouble de la respiration. Il s'agit de le diagnostiquer. Tous ces patients sont agréables à regarder, ont un joli sourire, mais au moins 5 de ces patients ont un problème de respiration. Et donc, quelle technique allez-vous utiliser pour traiter ces problèmes de dysfonction respiratoire? Est-ce que vous allez mettre des brackets? Est-ce que vous allez mettre des aligneurs? Est-ce que vous allez mettre des plaques orthopédiques? Est-ce que vous allez faire de la chirurgie? Aucune technique ne traite les causes. Seule la prise en charge au niveau d'éducation myofonctionnelle permet de traiter les causes qui sont responsables des problèmes de ventilation, de déglutition et de troubles du comportement. Pour illustrer mon propos, observons ces deux enfants. Celui de gauche a eu un traitement, à gauche de votre écran, et à droite, en regardant votre écran, n'a pas eu de traitement. Tous les deux présentent le même problème occlusal, les mêmes origines. Un problème de déglutition lié à un problème de respiration. Une a été traitée précocement en denture mixte, en associant au traitement d'orthodontie un programme d'éducation fonctionnelle, en l'occurrence là, un éducateur fonctionnel MyoBrace. Celle de droite n'a pas été traitée. Les deux ont la même occlusion, mais il y en a une qui est traitée et l'autre pas. Quelles sont les conséquences pour celle qui n'a pas été traitée? Quel est le coût d'avoir ignoré les problèmes de respiration? Eh bien, cette patiente-là revient 12 ans plus tard. Bien évidemment, ces problèmes ne sont pas traités, ils sont même accentués, mais elle a tous les signes, conséquences d'une perturbation de la respiration. Ventilation, trouble fonctionnel, malocclusion, trouble de la posture, bruxisme, déficience maxillaire, déficience mandibulaire. Est-ce que cette patiente, si on l'avait traitée jeune seulement avec des multibagues, est-ce qu'elle aurait été bien traitée? La réponse est non, parce qu'on n'aurait pas traité les causes qui étaient à l'origine. La différence avec traitement et sans traitement, lequel a le profil le plus harmonieux, le visage le plus harmonieux, les photos parlent d'elles-mêmes. Le concept MyoBrace, et je vais passer rapidement parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence de présenter l'ensemble des dispositifs, mais ça va vous permettre de voir comment est conçu le MyoBrace. On a une partie interne qui simule le travail des arcs orthodontiques, et puis il y a une partie externe qui est en matériau souple injecté, en l'occurrence un élastomère, qui va stimuler le travail des brackets. Les particularités pour chaque MyoBrace, c'est un repère au niveau de la langue, un repère de la pointe de la langue, un repère pour guider la langue et un lip bumper pour neutraliser les forces de la sangle péri-orale. Tous les dispositifs médicaux MyoBrace sont conçus de la même façon. Ensuite, ils sont individualisés en fonction de l'objectif
du traitement. Il existe différentes séries, mais le principe de base du design de l'éducateur fonctionnel est le même. Bien évidemment, on explique à l'enfant comment mettre en place son BioBrace, sachant que le temps du BioBrace, c'est la nuit plus 1 heure, plus un programme d'exercice myofonctionnel. Dans les autres dispositifs, eh bien, on utilise un dispositif spécifique lorsque le patient ne peut pas respirer par le nez. Pour pouvoir l'amener à respirer par le nez, il faut qu'il y ait un passage progressif. Et donc, nous avons des dispositifs en fonction d'un indice que nous allons détailler, eh bien, pour l'amener petit à petit à respirer par le nez. Il existe différentes séquences, une séquence pour les 6-10 ans, une séquence pour la denture de lait, une séquence pour les 3-6 ans, une séquence pour les teenagers de 10 à 15 ans, une séquence pour pouvoir associer un traitement multibague et éducation fonctionnelle, et des séquences spécifiques dans le traitement des classes 3, à condition qu'elles soient prises en charge au moment de la denture de lait. Il existe des dispositifs additionnels qui permettent de traiter spécifiquement les problèmes de syndrome d'apnée du sommeil et le ronflement, avec des exercices spécifiques qui sont enseignés à l'enfant, de façon à pouvoir petit à petit retonifier la musculature oropharyngée qui est toujours affaiblie chez le respirateur oral. Et un dispositif pour les 2-8 ans, une brosse à mâcher orthodontique, qui, elle, n'est pas portée tout le temps, mais qui est portée entre 10 à 15 minutes, 2 fois par jour, pour aider le patient à retrouver une respiration. Cet éducateur est construit en classe 1, plus des petits picots élastomériques, de façon à avoir un effet de brossage au niveau des dents, de stimulation de la proprioception et de l'entraîner à mâcher, puisque c'était signalé ce matin, l'alimentation est de plus en plus liquide et on sollicite de moins en moins ces muscles masticateurs. Bien évidemment, nous utilisons aussi le Froggy Move. Chez ce patient-là, eh bien, quel traitement vous allez mettre en place? Quelle technique vous allez utiliser? Et aucune technique, quelle que soit la technique, va traiter les causes. Le Froggy Move, associé dans un programme d'éducation fonctionnelle, va aider à retrouver une nouvelle position de la langue, un nouveau réflexe va être créé et va aider à traiter l'ensemble des causes. Traitement, Quadelix, éducateur fonctionnel, en denture mixte, braquettes sur les incisives supérieures et inférieures, et ensuite, on surveille l'évolution de la denture définitive. Donc, des traitements qui sont complexes à l'origine deviennent simples en denture définitive. Il faut identifier vos patients, identifier le problème fonctionnel dès qu'ils arrivent dans votre cabinet. Nous avons une fiche d'évaluation fonctionnelle qui permet de pouvoir aider à faire son diagnostic myofonctionnel. Et je sais que Patrice Bergeron va vous présenter son logiciel de diagnostic et d'évaluation. Et donc, il est intéressant de voir que ceci doit être intégré dans les programmes, dans les évaluations au moment de la première consultation, au moment de l'étude des examens complémentaires. Il y a une relation entre la ventilation et l'encombrement dentaire. Il y a une relation entre la langue et la position des dents. Il y a une relation entre la déglutition et l'occlusion dentaire. Et il y a une relation entre l'activité des muscles des joues, des lèvres et du menton avec la position des dents. Et tout ceci, il existe une hiérarchie. Le point de départ, c'est la ventilation qui conditionne la position de la langue, qui conditionne la déglutition, qui conditionne le comportement de la musculature des muscles des joues, des lèvres et du menton. Donc, il faut avoir un traitement global. Nous avons des tests, et je vais passer rapidement parce que le temps tourne, pour tester la qualité de la respiration du patient. En fait, nous allons tester sa capacité à rester en apnée après une expiration. Et nous allons mesurer le temps nécessaire où il a besoin de reprendre sa respiration. On calcule le temps où il est capable de rester en apnée. Si vous êtes en dessous de 20 secondes, vous êtes sûr qu'il y a des problèmes, des troubles respiratoires du sommeil.
Et donc, il faut mettre en place votre programme d'éducation fonctionnelle en ayant cette information. Il existe 3 types de tests, l'EPA, le Body Oxygen Level Test et le NB10, c'est-à-dire la capacité de pouvoir respirer 10 fois de suite lèvres jointes par le nez sans ouvrir la bouche. Tous ces outils-là aident à mettre en place votre thérapeutique qui doit être individualisée. Nous demandons à nos patients, avant de commencer les traitements, de faire un lavage de nez, mais non pas avec un spray nasal, mais avec un rhino-horn. C'est une véritable douche nasale avec de l'eau salée qui est saturée à 9 grammes au litre et qui permet de nettoyer chaque narine et de faire une véritable douche nasale, narine par narine. Ça peut être enseigné à l'enfant dès l'âge de 4 ans et même dès l'âge de 3 ans. Vous avez des modèles qui sont adaptés pour les enfants. Ceci permet de faire un lavage complet avant de mettre en place vos exercices de respiration, de déglutition, de posture de langue et du comportement de la musculature. Ceci a des conséquences importantes et des effets très intéressants sur les allergies, les nez bouchés, les sinusites, l'inflammation fréquente de l'oreille moyenne, etc. Et c'est prescrit dans le monde entier. Vous avez un QR code qui vous permet de scanner et d'arriver directement sur le site de rhino-horn. New Breath Activities, c'est quoi? C'est une aide pour informer, former les patients à l'éducation fonctionnelle. Et moi, Andrea. Donc, il y a Et moi, Michael. Aujourd'hui, nous allons apprendre des façons fun de vous revoir aider des à vidéos à la maison. parler dents droites et De façon à ce qu'il puisse suivre son programme d'éducation fonctionnelle qui est progressif. On commence par la respiration, ensuite la position de la langue, la déglutition, le comportement de la musculature. Il y a une mise en place progressive de ces programmes d'éducation fonctionnelle. Nous avons des vidéos d'explication sur la éveil à la respiration respiration. légère, sur la position de repos de la langue, sur le clic de langue qui permet à l'enfant de travailler sa musculature. Savez-vous Et que l'intérêt, c'est que le patient peut revoir à la maison les vidéos qu'il a vues dans votre cabinet. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez suivre son activité, puisque le patient a un compte d'éducation fonctionnelle, un espace Brace qui va lui permettre de retrouver toutes les formations qui ont été données en interne dans le cabinet. Et là, vous mettez véritablement en place un programme d'éducation thérapeutique personnalisé. C'est disponible sur toutes les plateformes Android, Apple, etc. Et vous pouvez, à chaque rendez-vous, consulter l'activité du patient, puisqu'à chaque fois qu'il se connecte sur son compte, eh bien, vous avez une trace. Est-ce qu'il est allé sur son compte? Est-ce qu'il a regardé les vidéos? Est-ce qu'il a fait les quiz? Est-ce qu'il a réussi les quiz? Et est-ce qu'il suit bien son traitement? C'est une aide précieuse pour contrôler et entretenir l'observance du patient dans votre programme d'éducation thérapeutique. Vous avez des graphiques d'évolution qui vous permettent de suivre tout cela. Donc, les cas cliniques, brièvement, parce qu'il me reste 5 minutes avant le temps des questions. L'éducateur fonctionnel n'agit pas que pour corriger la poussée de la langue. Il agit sur les voies aériennes pour les améliorer. Il permet d'agir sur les classes 2, il permet d'agir sur les formes des arcades dentaires, sur les classes 3 et sur les corrections de supracclusion et les béances verticales antérieures. Et on peut utiliser de manière simultanée un traitement multivague avec un éducateur fonctionnel. L'idéal, c'est que les traitements des causes soient mis en place avant de commencer votre traitement multivague. La ventilation nasale améliore la santé globale des patients et devrait être le premier objectif pour permettre à nos patients d'exprimer tout leur potentiel génétique. L'épigénétique explique comment l'expression de nos gènes peut être modifiée, inhibée ou stimulée. Et en rétablissant une ventilation nasale le plus tôt possible, la croissance crânio-maxillo-faciale sera améliorée, le traitement orthodontique sera plus simple, de meilleure qualité et plus stable dans le temps. Et donc, nous avons développé un programme d'orthodontie médicale intégrative myofonctionnelle et nous avons développé un programme de formation à la fois en présentiel et en ligne. Les formations en ligne, c'est la conséquence de l'expérience du confinement de l'année passée, où là, nous sommes intéressés aux technologies qui nous permettent, comme aujourd'hui,
d'être en ligne avec énormément de participants. Ici, un exemple pour vous dire qu'il ne faut pas se contenter d'un examen visuel. On peut se dire, ce patient-là vient nous voir en denture mixte, il n'y a pas grand-chose à faire, on va attendre la denture définitive. Il faut absolument compléter toute votre consultation avec un dossier photographique, démoulage et des radiographies, parce que sur cette radiographie, vous voyez qu'il y a un trouble important de la croissance transversale, et ici, vous avez un chevauchement de la 23, de la 24 et de la 25, plus un encombrement au niveau de la 13. Donc, si vous n'intervenez pas à cet âge-là, eh bien, le problème va s'accentuer en denture définitive. La mise en place du traitement, ici, c'est un programme d'éducation fonctionnelle associé avec des éducateurs fonctionnels BioBrace. Et donc, on va voir les différentes séquences de traitement et petit à petit, la mise en place de la denture définitive sans utiliser d'appareil multivague, de façon à pouvoir permettre à la denture définitive de pouvoir évoluer parce que nous avons corrigé les causes qui perturbent la croissance crânio-maxillo-faciale. Et ça, ce sont les radiographies en denture définitive de contrôle. Si nous n'avions pas traité ce patient-là, qui a priori ne présentait pas un problème important, si nous n'avions pas fait le dossier radiographique, eh bien, nous ne serions pas dans la situation actuelle en denture définitive. On peut contrôler l'évolution avec l'espace MioBrace dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en conclusion, eh bien, la priorité de la priorité est de détecter les causes qui perturbent la croissance crânio-maxillofaciale, détecter les problèmes de respiration. Et la première priorité, c'est de rétablir une respiration exclusivement nasale. Et nous avons maintenant à notre disposition tout un tas de possibilités, l'éducation myofonctionnelle, les éducateurs myofonctionnels, le Frogimouf de Patrick Phébus. Et donc, le plus tôt possible, nous interviendrons, le plus tôt possible, nous permettrons à nos patients d'exprimer tout leur potentiel génétique. Donc, nous avons vu ensemble, rapidement, le principe hologrammique, l'épigénétique, la médecine 5P, la hiérarchie des fonctions, l'expérience d'Arvold sur la croissance des singes et l'obstruction, les conséquences d'une obstruction nasale. Nous avons détaillé la mécanique ventilatoire et vu cette vidéo qui est vraiment très didactique et qui est très bien comprise par les patients et les jeunes patients. Je vous ai donné un indicateur d'un déficit ventilatoire nasal chronique. Nous sommes posé la question de savoir si les techniques orthodontiques traitent les causes ou pas. L'orthodontie médicale intégrative myofonctionnelle, comme nous la pratiquons dans notre cabinet, avec la mise en place de l'éducation fonctionnelle, le lavage de nez, l'application MyoBrace Activity et des illustrations cliniques. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et nous avons du temps pour les questions. Bonjour, merci beaucoup, Dr Olu. Alors, on a peu de temps pour les questions parce que les conférences sont mélangées en présentation plus questions, mais on a le temps de prendre les questions les plus intéressantes, celles qui ont recueilli le plus de sondages. Et on va tout de suite commencer. Alors, d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre conférence et votre gestion des moyens technologiques pour montrer à tout notre auditoire la meilleure conférence possible. Première question et question d'actualité. Que pensez-vous du port du masque prolongé par les enfants? Est-ce qu'il y a un risque de voir la respiration buccale augmenter suite à l'obstruction partielle du nez par le tissu? Le port du masque. Alors, pour l'instant, je n'ai pas la réponse et je pense que personne n'a la réponse. Ce que j'ai pu observer moi personnellement, c'est qu'au départ, j'avais un assèchement au niveau du nez, une rhinite qui aspirait et une fatigue plus importante et qui, avec le temps, a diminué au fur et à mesure que le temps passait avec le port du masque. Mais je n'ai pas la réponse et je pense qu'actuellement, c'est trop tôt pour savoir s'il y a une relation. On a plusieurs personnes qui nous demandent si vous seriez d'accord de fournir le test ID-VNC, particulièrement les orthophonistes qui aimeraient pouvoir l'utiliser. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je verrai ça avec vous. Vous commenterez exactement sur la publication Facebook qui est celle dédiée à votre conférence. Oui. Vous m'enverrez, vous posterez directement, vous m'enverrez les documents à mettre dessous afin qu'elle puisse retrouver. Que pensez-vous des barres rétro-incisives maintenues chez les adultes? Quand on parle des barres rétro-incisives, on veut parler des contentions collées. Je pense que je le comprends ainsi. Oui. Alors, la question, c'est quelle est la meilleure contention pour stabiliser la position des dents? La meilleure contention,
c'est d'avoir retrouvé un équilibre fonctionnel. Si on met en place une contention collée ou une barre de contention, c'est parce qu'on va avoir une assurance supplémentaire pour la stabilité du traitement. Mais l'objectif, dans la mesure du possible, c'est de rétablir des fonctions équilibrées et de rétablir une respiration exclusivement par le nez le jour et la nuit. Chez le patient adulte, il est beaucoup plus difficile de traiter ces problèmes dysfonctionnels. D'ailleurs, ça rebondit sur une autre question qui reprend un petit peu le même thème. Pensez-vous qu'à l'âge adulte, je pense que je connais la réponse, mais elle mérite d'être posée, pensez-vous qu'à l'âge adulte, le mieux fonctionnel peut être efficace pour modifier l'occlusion? Est-ce qu'une intervention chirurgicale peut être évitée de cette manière, ou est-ce que la seule solution pour corriger ce qui n'a pas été fait, enfant, est malheureusement la chirurgie si ça n'a pas pu être fait lors d'un traitement précoce? Alors, chez le patient adulte, même s'il a une chirurgie qui doit être programmée, il faut associer un programme d'éducation fonctionnelle pour traiter les fonctions. Parce que ce n'est pas parce que la chirurgie va rétablir une bonne occlusion que les causes fonctionnelles vont être traitées. Ce n'est pas la technique chirurgicale qui va traiter le problème. Ça peut l'aider, mais ce n'est pas la technique chirurgicale qui va le traiter. Et donc, en ce qui nous concerne, nous mettons en place aussi des programmes d'éducation fonctionnelle chez les adultes. Mais il est évident que plus on avance en âge, moins on a de possibilité de corriger les dysfonctions. Et l'idéal, et là je rejoins tout à fait Patrick Phébus, c'est de détecter le plus tôt possible, c'est-à-dire en denture de lait, les malocclusions, les troubles de la croissance et les causes fonctionnelles qui sont à l'origine de cela. Parce que la rééducation fonctionnelle utilise la force de la croissance, donc si elle est absente comme à l'âge adulte, forcément, ça ne peut que régler la cause, mais ne pas régler la conséquence comme ça peut le faire chez les enfants. Exactement. En fait, l'éducation myofonctionnelle a pour objectif de créer des conditions qui permettent à la denture d'évoluer dans un environnement fonctionnel équilibré. Alors que le traitement multibac seul force la position des dents, mais sans traiter les causes. On a une dernière question de Mme Moitrel qui a été publicitée, qui nous dit qu'elle a entendu que le rhino-horn était déconseillé chez les jeunes enfants à cause de la perméabilité de la trompe d'Eustache. Qu'en pensez-vous? Ça dépend comment on l'utilise. En fait, il faut bien suivre la prescription. Donc là, je vous recommande d'aller sur le site de rhino-horn. La prescription, c'est 4 ans. On peut aller jusqu'à 3 ans, mais il faut utiliser le rhino-horn pour enfants et non pas le rhino-horn pour adultes parce que la pression, la quantité d'eau est plus importante dans le rhino-horn adulte et donc la pression est plus importante. Alors, je vois une réponse de TAT-TS qui nous dit « Bonjour, nous avons fait des recherches. Les enfants développent une respiration buccale avec les masques, surtout les enfants jusqu'à 8 ans, comme on a bien vu et entendu qu'ils peuvent avoir un mauvais développement. Je serais très curieux au niveau de la SFOP de pouvoir avoir accès à cette étude et ce sera un plaisir si vous m'envoyez ça, de pouvoir à l'occasion d'un autre événement vous laisser présenter des travaux qui pourraient montrer un développement de respiration buccale augmentée suite au port du masque. Je pense que c'est une thématique d'actualité particulièrement intéressante et la SFOP a vocation aussi à faire avancer la recherche dans ce sens. Merci beaucoup. C'est intéressant parce qu'on va avoir une base de données phénoménale avec cette histoire de coronavirus et ça va donner lieu à tout un tas d'études et tout un tas de publications qui vont être extrêmement intéressantes pour les épidémiologistes. Exactement. Merci beaucoup, Dr Olu, pour votre conférence. Alors, on envoie un petit dernier sondage que vous aviez demandé, qui est sur la hiérarchie des fonctions. On en profite pour dire que ce genre de conférence est particulièrement importante parce que même s'il paraît assez normal à la plupart d'entre nous qu'une bonne respiration, par exemple, est une ventilation nasale, j'ai pu constater avec surprise quand on s'est occupé de la modération du groupe Facebook pour lequel il fallait répondre à cette question de la ventilation optimale et physiologique, j'ai pu constater des réponses assez surprenantes parfois, certains qui me disaient que la respiration optimale était buccale, d'autres qu'elle était bucco-nasale. J'ai aussi eu des réponses qui me disaient que la ventilation optimale était la ventilation pulmonaire. Je pense donc que toutes ces choses-là, même si ça paraît évident pour un certain nombre d'entre vous, sont particulièrement importantes et méritent d'être dit et redit. Alors, on a des résultats qui sont assez rapidement significatifs. Baptiste va pouvoir les partager. Donc, résultat à 76%. La hiérarchie des fonctions, c'est respiration, déglutition, position de la langue et activité musculature périorale. Donc, à 76%, la réponse est bonne. Mais cela confirme que
dans 21% des cas ou 24% des cas, effectivement, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, je crois qu'il est important de pouvoir communiquer aux professionnels de santé, mais pas que, et surtout au grand public. Et j'ai trouvé très intéressantes les séquences pendant l'heure du déjeuner sur l'importance des réseaux sociaux pour que le message passe et pour convaincre nos patients, les parents de nos patients, qu'il est important de traiter le plus tôt possible et qu'un enfant qui ronfle à l'âge de 1 an, c'est peut-être drôle, mais ce n'est pas normal. C'est comme papy quand il ronfle, c'est peut-être drôle, mais ce n'est pas normal. Si on laisse ronfler, il va développer un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec un risque vital à terme. Il va moins bien se développer, il va moins bien s'oxygéner, donc il sera en moins bonne santé. Notre objectif d'un traitement interceptif, médical, intégratif, fonctionnel, c'est de rendre nos patients non seulement avec des dents bien alignées, mais surtout en meilleure santé.